Benoît Maurice, bonjour. Vous êtes architecte, urbaniste, professeur à la faculté d'architecture de l'Université libre de Bruxelles et membre de la classe des arts de l'Académie royale de Belgique. Alors, l'architecture et l'urbanisme n'ont pas été tellement placés à l'agenda de cette pandémie. Et pourtant, pourrait-on dire, on parle quand même d'aération des bâtiments, on parle de mobilité. Donc, il y a quand même un lien avec l'architecture sûrement et peut-être l'urbanisme. Quel est ce lien, notamment historiquement, entre l'urbanisme et les pandémies? Effectivement, les liens sont nombreux et je voudrais tout d'abord rappeler l'omniprésence des maladies, des épidémies et des pandémies qui étaient choses courantes dans nos sociétés jusqu'à la fin des années 1940. Ce n'est qu'avec la découverte et la généralisation de l'usage des antibiotiques dans les traitements médicaux que cette présence s'est progressivement estompée. La pénicilline est en effet mise au point en 1940, la streptomycine, un médicament qui guérit de la tuberculose, en 1943. Et ces deux premiers antibiotiques changeront radicalement la vie de tout un chacun dans le monde occidental. L'espérance de vie s'est allongée en moyenne de 25 ans à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. L'urbanisme et l'architecture, conséquemment, deviendront principalement et essentiellement des disciplines et dont les débats se concentreront sur des enjeux d'école, de stylistique, notamment au début des années 70 avec l'avènement du postmodernisme. Il faut rappeler que jusqu'en 1940 ou à la fin des années 40, l'urbanisme et l'architecture étaient aussi principalement considérés comme des outils fondamentaux de lutte pour la salubrité, contre les maladies et leur propagation. On pensait alors que l'air, la lumière, les espaces verts participaient des solutions sanitaires permettant de lutter contre les épidémies. On peut évoquer l'exemple des sanatoriums, ces équipements sanitaires construits à partir de la première moitié du XXe siècle et qui étaient conçus de façon à privilégier l'exposition au soleil parce que l'on pensait que celle-ci permettrait d'éliminer les bactéries et de désinfecter les malades. Les sanatoriums connaîtront un déclin qui est concomitant à la diffusion de la pénicilline comme médicament. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi évoquer la charte d'Athènes alors ? On peut également penser au principe de la charte d'Athènes, largement adopté en Europe au début des années 50 et qui propose de s'écarter du modèle de la ville compacte en faveur d'un urbanisme d'objets isolés, une forme de distanciation sociale du bâti, pourrait-on dire, dans lequel les immeubles sont positionnés de façon autonome au milieu de parcs afin de faciliter la circulation de l'air et sont orientés de façon à ce que chaque logement dispose d'un ensoleillement direct toute la journée. Si je vous suis bien, on pourrait presque dire que dans ce milieu du XIXe siècle, l'urbanisme est alors un outil pour lutter contre les maladies, une forme de vaccin, par exemple, contre le choléra. Effectivement, jusqu'alors, l'urbanisme relevait plutôt de l'art urbain, c'est-à-dire une forme d'embellissement des villes au profit des puissants à des fins religieuses, militaires, parfois pour marquer politiquement de son empreinte le territoire. Au milieu du XIXe siècle, dans le cadre de la lutte contre le choléra, de la nécessité de maîtriser, de cadrer l'urbanisation, liée à l'industrialisation, l'urbanisme émerge comme une discipline scientifique, rationnelle, qui aura pour objectif de maîtriser l'ensemble des paramètres du développement urbain. L'émergence de cette discipline est concomitante au développement de l'hygiénisme, qui est ce courant de pensée selon lequel les pratiques politiques, sociales, architecturales et urbanistiques doivent suivre les règles de la préservation de l'hygiène et de la santé publique. Le XIXe siècle est en effet traversé par différentes maladies, la tuberculose, les épidémies de choléra qui font rage. L'urbanisme s'impose à partir de différentes interprétations, parfois erronées, d'observations médicales comme un outil de lutte contre les maladies. On pense que le choléra se transmet alors par l'air, alors qu'on saura par la suite qu'il est transmis principalement par l'eau et par les contacts entre humains. On pense aussi que la végétation contribue à nettoyer l'air des miasmes, qu'il faut ventiler les villes et que l'ensoleillement des façades sont favorables à la lutte contre les bactéries. La création des premiers parcs publics au XIXe siècle relève également d'une stratégie sanitaire. Le mécanisme de photosynthèse est mis à jour à la fin du XVIIIe siècle. Les parcs publics sont envisagés comme des éléments techniques qui auront pour vocation à purifier l'air des miasmes. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi relire certains grands plans à l'aune de la lutte contre certaines épidémies du XIXe siècle ? On peut en effet penser aux travaux bien connus du baron Haussmann à Paris, avec la création des grands boulevards, l'émergence des immeubles haussmanniens, la création des marchés couverts, ou encore l'extension, un autre exemple, l'extension de Barcelone, à partir de 1959, selon les plans de l'ingénieur Ildefonso Cerda, avec ce grand maillage de rues en extension de la ville ancienne, avec ces angles qui sont chanfreinés, ces îlots qui sont ouverts et largement plantés, du moins dans le plan initial, et cette préoccupation pour la fluidité des flux, des personnes, de l'écoulement des eaux.
Dans ces deux exemples qui sont assez différents, l'un de l'autre, on voit en fait apparaître des idées communes, le développement des larges avenues et boulevards, les plantations d'arbres, l'aménagement des parcs urbains, etc. Et Bruxelles, dans tout cela, il y a aussi un impact? Bruxelles, comme d'autres villes belges, n'échappe pas à cette approche hygiéniste. Et je prendrai pour exemple deux interventions qui ont été opérées dans la première moitié ou à la charnière de la première moitié et deuxième moitié du XIXe siècle. Deux opérations qui sont bien connues et qui ont fait parler d'elles dernièrement pour d'autres raisons. Le premier exemple, c'est le percement des boulevards du centre, à l'endroit de l'actuel piétonnier. Dès 1867, des grands travaux d'envergure sont entamés qui visent à couvrir la Seine, faire disparaître également l'habitat insalubre. Se jouent au moment de l'aménagement des boulevards différents enjeux, d'embellissement, des enjeux de lutte contre les inondations, mais en réalité aussi des enjeux d'hygiénisme, puisqu'on pense à l'époque que la Seine est à l'origine ou à la source d'émanation de miasmes. Il s'agit donc ici d'une opération qui s'inspire directement des travaux haussmanniens qui sont menés à Paris quelques années auparavant. Le deuxième exemple auquel je voudrais me référer est l'aménagement à la même période, en réalité à partir des années 1860, du bois de la Cambre, un bois qui est aménagé par l'architecte des jardins Kellig. Il aménage ce parc à l'anglaise dans un style qui imite la nature. Ici aussi se jouent des enjeux de représentation de la bourgeoisie, d'accès à des espaces de loisirs, mais aussi, et on l'a souvent oublié, des enjeux de santé publique. Au XIXe siècle, les parcs sont en effet considérés comme des équipements techniques qui améliorent la qualité de l'air. L'architecte suisse Philipp Ramm, dans sa thèse qui a été récemment publiée, Une histoire naturelle de l'architecture, mentionne que les parcs sont également à l'époque considérés comme des outils qui permettent de vivre plus longtemps. Plusieurs parcs ont constitué une source d'inspiration pour le bois de la Cambre. On peut penser notamment au bois de Boulogne à Paris, au bois de Vincennes, également voulu par Haussmann. On peut également penser, en remontant dans le temps, au Victoria Park à Londres en 1840, qui est considéré comme le premier parc public aménagé dans une ville. Je voudrais également citer un exemple moins connu, c'est Birkenhead, c'est une petite ville à côté de Liverpool, un parc dont l'architecte paysagiste est Paxton, l'architecte du Crystal Palace, et qui aménagea là-bas un parc en 1840. Le parc présente des similitudes en termes de dessin avec le bois de la Cambre, mais surtout il est entouré de quartiers aux larges avenues implantés en damier. Un peu à l'image du quartier Villa, ce qui est aujourd'hui le quartier du Solbosch, qui a été dessiné par Victor Besme en 1866 et qui lui aussi entoure le bois de la Cambre. Je pense qu'il y a un autre exemple à Bruxelles qui est aussi inspiré de Birkenhead, un peu moins connu. C'est l'exemple du parc de forêt, dessiné aussi ou voulu par Besme en 1875 et qui est également entouré dans son dessin de nouveaux quartiers de villas. On a évoqué l'histoire, mais qu'est-ce que la crise actuelle peut nous apprendre sur le fonctionnement des villes? La crise actuelle nous apprend en réalité beaucoup de choses, je dirais quelque part en négatif. Les villes concentrent par essence un nombre très important d'activités. Et pendant le premier confinement, on a vu que nombre d'entre elles ont dû tout simplement s'arrêter, comme les commerces, une grande partie des commerces, et on a dû passer en ville à un autre régime de fonctionnement. Cette situation tout à fait exceptionnelle a contraint la vie urbaine singulièrement à se réinventer, à réinventer d'autres modes de fonctionnement qu'on n'aurait jamais pu imaginer jusqu'il y a un an encore. On peut par exemple faire le constat que ce que le sociologue américain Eric Klinenberg appelle les infrastructures sociales de base ont continué à fonctionner et ont démontré leur absolue nécessité pour les habitants. Nous pensons ici naturellement aux services de soins, de santé, aux hôpitaux, mais aussi aux infrastructures telles que les transports en commun, les espaces verts de proximité, les espaces publics. Les services publics, l'enseignement, l'accueil de la petite enfance, les services de secours et la police ont également continué à fonctionner. Le premier confinement a permis ainsi de démontrer que les infrastructures sociales publiques constituaient les éléments fondamentaux du fonctionnement de notre société. Le confinement et la contrainte des déplacements à partir du domicile ont aussi permis de révéler une échelle et une économie de quartier. Nombreux d'habitants des villes ont ainsi découvert les commerces et les équipements de proximité. La contrainte de la proximité et de la distanciation sociale a aussi révélé des besoins non rencontrés en termes de qualité de logement, d'espaces verts ou tout simplement en termes d'accessibilité à des espaces publics qui sont aujourd'hui, il faut le reconnaître, souvent mobilisés par la voiture. Pendant le premier confinement, la diminution substantielle du trafic automobile a aussi révélé la performance des transports publics de surface, qui sont souvent critiqués parce que bloqués dans la circulation. En l'absence de congestion, une très nette amélioration des temps de parcours des réseaux de surface des sociétés de transport public, à Bruxelles mais aussi dans les villes wallonnes flamandes, a pu être constatée. Cette situation nous a démontré, un peu par l'absurde, de manière éclatante, qu'un moyen humain et avec un matériel roulant constant, avec une réduction significative du trafic automobile,
il était possible d'offrir des services publics de transport en surface d'excellente qualité. Enfin, le confinement a mis le doigt sur les inégalités sociales en lien avec le logement. En Belgique, la situation du logement dans les centres-villes est bien connue. La qualité du logement y est souvent moindre que dans la périphérie. Les villes concentrent aussi une population qui est généralement plus pauvre et la demande en logement public n'y est pas rencontrée. À Bruxelles, on sait qu'il y a 40 000 familles qui sont en attente dans le logement public, c'est-à-dire dans le logement décent. On revient aussi à des préoccupations du XIXe siècle, il me semble. L'accès à un logement qui soit décent et la résolution du mal-logement. Ces 49 000 ménages en attente représentent approximativement 110 000 personnes. Benoît Moritz, vous nous avez bien expliqué le rapport entre les crises sanitaires, les maladies et l'urbanisme. Vous avez bien montré aussi en quoi la crise sanitaire actuelle faisait ressortir les problèmes essentiels que pose encore aujourd'hui l'urbanisme, surtout dans les grandes villes. Alors, quelles sont les leçons qu'on pourrait tirer de la situation actuelle pour l'avenir, pour la manière de penser la ville dans le futur ? La situation actuelle nous apprend énormément de choses, en effet. Je pense qu'on peut, on peut se projeter dans l'avenir à partir de celle-ci. Depuis bientôt 1 an, l'impact du Covid a profondément modifié notre mode de vie. Et même si bien souvent un retour à la normale est évoqué, nous savons bien que quelque part, plus rien ne sera comme avant. Nous avons pris de nouvelles habitudes, travailler partiellement à la maison, passer des commandes en ligne. De nouvelles pratiques du territoire se sont imposées, telles que la marche à pied, le jogging, la pratique du sport à l'extérieur, le tourisme national. La digitalisation de nos modes de vie s'est accélérée. Ce constat concerne une partie importante de la population, il est vrai. Mais il convient également de partiellement le relativiser. Pour certaines catégories professionnelles, au contraire, rien n'a changé. Elles ont été plus grandement sollicitées. On peut penser au personnel soignant travaillant dans les hôpitaux, aux fonctionnaires et aux services de police, aux services de secours, ou au personnel qui, plus globalement, a continué à assurer la continuité du service public. La collecte des déchets, par exemple. Pour ces catégories de la population, un retour à la normale est plus que probablement souhaité. Mais pour autant, est-ce qu'un retour à la case départ, sans tenir compte des enseignements de la crise sanitaire actuelle, est réellement souhaitable? Dès lors, comme le suggère le philosophe Bruno Latour, ne faudrait-il pas dès à présent imaginer les gestes barrières contre le retour à la production d'avant-crise? Concernant le territoire et l'aménagement des villes, que devrons-nous à l'avenir changer pour mieux gérer son aménagement? Qu'avons-nous appris de la crise sanitaire actuelle et quelles leçons tirer de celle-ci pour rendre le territoire et l'urbanisme de nos villes plus résilients? Je proposais 3 points de vue ou 3 points d'attention et je les situerai plus largement dans une perspective de résilience des villes. En effet, nous vivons actuellement dans une crise sanitaire. Nous savons que d'autres crises sont à nos portes ou sont déjà là. Je voudrais simplement à cet égard rappeler un chiffre qui est globalement passé inaperçu. En 2020, d'après les données Cienciano, 1503 décès auraient été causés par les épisodes de canicule du mois d'août. Cette perspective amène à extrapoler le fait que des mesures de protection face aux vagues de chaleur devront à l'avenir être également intégrées dans la manière de concevoir les bâtiments, les espaces publics et les équipements publics. Alors, premier point, il me semble, il conviendrait à l'avenir de développer ou d'ancrer dans les politiques urbaines la logique de l'urbanisme de proximité. Le premier confinement, et plus largement la limitation des déplacements, a permis à de nombreux citoyens de découvrir quelles étaient les ressources disponibles au niveau local. Ressources alimentaires, d'accès aux biens essentiels, aux équipements de santé, mais aussi aux ressources liées à l'entraide entre personnes, à l'économie solidaire. Par la force des choses, une économie de proximité s'est imposée qui semble aujourd'hui perdurer, singulièrement dans les territoires à caractère urbain. Le principe de la ville du quart d'heure incarne et conceptualise parfaitement ce nouveau paradigme territorial. Ce paradigme a été développé par Carlos Moreno, un scientifique et professeur à l'université Panthéon-Sorbonne. Ce concept traduit l'accessibilité à 1 quart d'heure à pied, ou à 30 minutes par d'autres modes, le vélo, les transports publics, d'un ensemble de grandes fonctions sociales, telles que l'accès à une nourriture saine, aux soins de santé, aux lieux d'apprentissage. Ce principe a une dimension incantatoire, voire ressemble quelque peu à un slogan. Son intérêt réside toutefois dans le fait d'identifier clairement les programmes et les ressources en équipement nécessaires à une vie locale et de définir leur qualité d'accessibilité à pied ou par d'autres modes comme étant des paramètres structurants de la résilience territoriale. Parmi ces programmes potentiels participant de la résilience, les écoles constituent des lieux spécifiques puisqu'il s'agit d'équipements existants, déjà très fortement disséminés sur les territoires et qui offrent la possibilité, en fonction des horaires, de s'ouvrir à d'autres programmes. C'est déjà souvent le cas aujourd'hui, notamment avec la mise à disposition des salles de sport. Pour faire face aux crises, notamment la crise climatique, le sociologue Kleinenberg, que j'ai déjà cité, mentionne le besoin de créer à l'avenir dans les quartiers des Resilience Centers,
des centres de résilience, qui sont des bâtiments publics accessibles à tous, avec une programmation à destination d'une diversité de publics, et qui peuvent abriter potentiellement des publics vulnérables en temps de crise, tels que des vagues de chaleur, des épidémies, des inondations. Il me semble que la conception que l'on a aujourd'hui des écoles peut répondre à cet enjeu. Et je pense ici notamment au programme des contrats écoles développés en région de Bruxelles-Capitale, ou encore en Flandre, les Brede School, qui sont des programmes qui visent à ouvrir les écoles sur les quartiers, en travaillant sur les ouvertures de cours de récréation et la diversification des programmes d'équipement potentiels. Un autre exemple d'initiative intéressante, c'est le programme dit Oasis, qui est mené par les autorités municipales à Paris. Ce programme vise à créer des espaces de fraîcheur arborés dans les cours de récréation et d'ouvrir ceux-ci à la population. Vous avez parlé des structures collectives, je dirais, mais qu'en est-il des logements ? Il faudra à l'avenir également donner une nouvelle attention à la qualité des logements. La situation sanitaire actuelle, elle a agi comme un révélateur des problématiques sociales préexistantes en ville, problématiques qui ont été singulièrement accentuées pendant la situation du premier confinement. Les inégalités sociales, les inégalités de genre, le mal-logement en sont des exemples. Le confinement a été singulièrement vécu de façon différenciée suivant les quartiers, mais aussi suivant la qualité des logements. C'est le professeur Andrea Rea de l'ULB qui nous a le premier alerté sur cet enjeu en juillet 2020. Afin de réagir face à ce constat, une attention particulière devrait être menée dans les prochaines années sur l'amélioration de la qualité des logements par les différents niveaux de pouvoir compétents à ce sujet, tant en Wallonie qu'à Bruxelles. Un plan de rénovation de 25 000 logements publics a été lancé dernièrement par le gouvernement wallon. À Bruxelles, un plan d'urgence logement vient d'être lancé en ce début d'année 2021, qui constitue certes un premier pas ou des premiers pas très ambitieux qui vont dans le sens de cette deuxième attention. La réflexion sur le logement existant devrait cependant être étendue plus largement à une réflexion sur le bâti ancien en général, particulièrement dans les centres anciens ou urbains, où d'importants taux de contamination au virus peuvent être constatés dû à la piètre qualité du bâti et l'exiguïté des logements. Enfin, à l'avenir, le logement se doit d'être conçu dans une optique de résilience face au changement climatique. Il doit protéger des vagues de chaleur et faciliter la vie en communauté. Il faut certes concevoir des logements avec des balcons et des espaces extérieurs, comme on le dit, mais on doit également en même temps concevoir ces balcons et ces espaces extérieurs de manière à ce qu'ils ne soient pas surexposés et à ce qu'ils contribuent à des dispositifs architecturaux qui permettent de protéger les logements de la surexposition et du surensoleillement. Benoît Moritz, en parlant du climat, vous resituez l'architecture entre ce vieux débat qui est de plus en plus dépassé entre culture et nature, mais il y a aussi la biodiversité, me semble-t-il, dans la problématique qui nous occupe. En effet, c'est un point, le dernier point d'attention qui me semble important de mettre en avant. Il conviendra à l'avenir d'accorder une attention très importante au développement de la nature et de la biodiversité sur l'ensemble du territoire, et singulièrement en ville. Nous avons appris à l'occasion de l'épisode de la crise sanitaire actuelle que la diminution de la biodiversité amène à une accélération du rythme d'émergence des pandémies et que c'est la pression des activités humaines sur l'environnement qui est en partie responsable de cette situation. Un rapport récent de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques a été publié à ce sujet en novembre 2020. Il indique clairement qu'une forte biodiversité a tendance à diluer la transmission des virus. Ce rapport dénonce ainsi les mécanismes qui sont à l'origine de la perte de la biodiversité: déforestation, développement d'urbanisation, commerce de la faune sauvage, etc. Protéger et développer la biodiversité, c'est se prémunir des futures pandémies et éviter que celles-ci ne continuent à se démultiplier dans les prochaines années et les prochaines décennies. Nous devrons donc à l'avenir porter une plus grande attention à la préservation et au développement de la biodiversité sur le territoire, et en ville plus particulièrement. La biodiversité, à toutes les échelles, se doit de faire l'objet d'une attention particulière. Benoît Moritz, un grand merci.